Salut, je m'appelle Quin, et je ne m'attendais pas à survivre à cela, et encore moins à le raconter. Ma sœur m'a maintenu au sol dans les toilettes d'un tribunal et m'a rasé la tête. Elle a dit que c'était pour l'ordre, pour le contrôle, mais en vérité, c'était juste pour me briser avant même que je ne monte à la barre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme que j'aime, celui qu'elle a ridiculisé comme un moins que rien, était sur le point d'entrer en portant la robe qu'elle pensait posséder. Et lorsqu'il a pris place au banc des juges, elle n'était pas prête pour ce qu'il a lu à haute voix. Mais avant que je vous dise ce qui s'est passé lorsque le marteau a frappé, dites-moi, d'où regardez-vous ceci? Quelle heure est-il chez vous? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. L'air sentait la pierre et l'humidité. Le vieux Charleston enveloppé dans le brouillard du matin. Mes talons claquaient sur les marches du palais de justice, stable et net, résonnant plus fort que je ne me sentais à l'intérieur. J'ai resserré ma prise sur le portfolio en cuir dans ma main, le même que celui que j'avais porté lors de la soutenance de ma thèse il y a des années. Ce matin-là, je m'étais senti préparé. Aujourd'hui, beaucoup moins. Ce n'était pas censé être à propos de moi. J'étais juste là pour observer, peut-être soutenir. Du moins, c'est ce que je me disais. À l'intérieur, le sol en marbre scintillait sous les lumières stériles. Le gardien de sécurité a à peine levé les yeux lorsque je suis passé, mais d'autres l'ont fait. Les yeux m'ont suivi avec ce regard, celui qui disait « Pourquoi est-elle ici ?» Ce n'était jamais direct, juste de petits coups d'œil furtifs de la part de personnes que j'appelais autrefois ma famille. Je les ai repérés de l'autre côté de l'atrium. La posture de ma mère était rigide, les bras croisés comme si elle se préparait à un impact. Et Céline, ma sœur aînée, assise avec une élégance sans effort dans son blazer ivoire, les jambes croisées, souriant comme si elle avait déjà gagné quelque chose pour lequel je ne savais pas que je concourais. J'ai continué à marcher. Une femme derrière le bureau d'enregistrement m'a fait signe de m'approcher. Son ton était poli, mais impersonnel. Non. Quin Monroe, ai-je répondu, offrant un léger sourire. Elle a baissé les yeux sur sa liste, a légèrement froncé les sourcils, puis m'a tendu un badge. Je l'ai pris sans le regarder jusqu'à ce que je l'accroche à mon blazer et que je sente un frisson me parcourir la nuque. Imprimé en lettres noires grasses, K. personne. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas correct, ai-je dit, d'une voix basse mais ferme. Il devrait être écrit Monroe. Caline Monroe. La femme a à peine levé les yeux. C'est ce qui est écrit sur la liste, madame. Si vous souhaitez parler à quelqu'un, vous devrez attendre. Mais vous ne pouvez pas entrer dans la salle d'audience sans badge. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Je n'étais même pas surprise. Pas vraiment. De l'autre côté de l'atrium, Céline me regardait. Elle a levé son téléphone lentement, délibérément, et j'ai vu le léger clic d'un instantané alors que son écran reflétait mon badge. Elle a penché la tête et a souri comme un enfant qui avait fait une farce et attendait avec impatience la chute. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement hoché la tête et me suis détourné. Si c'était un jeu, je n'allais pas lui donner la réaction qu'elle voulait. J'ai ajusté le badge, le lissant contre ma poitrine comme si je le portais fièrement. Mais ma main est restée là trop longtemps, appuyée fortement. Je pouvais sentir les bords mordre dans ma paume. C'était comme si quelqu'un avait griffonné la vérité sur la façon dont il me voyait. Comme si je n'avais pas d'importance. Comme si je n'étais pas à ma place. Peut-être qu'il le croyait. Peut-être qu'il voulait que je le croie aussi. Le couloir menant à la salle d'audience était silencieux. Trop silencieux. Chaque pas que je faisais me paraissait plus lourd, comme si mes chaussures s'enfonçaient dans le sol. Ma mère s'est détournée lorsque je suis passé. Juste légèrement, mais suffisamment. Il ne s'agissait pas seulement d'une affaire judiciaire. C'était un message. Le badge était une déclaration, et Céline l'avait livré avec panache. J'ai trouvé ma place à l'extrémité, loin des rangées réservées à la famille. En m'asseyant, j'ai de nouveau baissé les yeux. K. personne. Même pas une faute de frappe. Un choix. Peut-être que j'avais toujours été un fantôme dans cette famille. La silencieuse. Celle qui disait le bien sur eux trop facilement. Celle qui ne ripostait pas parce qu'elle pensait que le silence était la chose noble à faire. Peut-être qu'ils ont confondu mon silence avec de la faiblesse. J'ai de nouveau saisi le badge, plus fort cette fois, laissant les bords s'enfoncer jusqu'à ce que je sente quelque chose de pointu, comme un avertissement. De l'autre côté de l'allée, Céline s'est penchée et a chuchoté quelque chose à notre mère,
puis Harry derrière sa main. Elle n'essayait même plus de le cacher. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Les gens se sont introduits à l'intérieur, les talons claquants, les papiers bruissants, la toux lointaine de quelqu'un d'ennuyé ou d'amer. Je me suis levé pour entrer. Céline est passée lentement devant moi, son parfum la suivant comme une seconde peau. Elle s'est penchée près de moi, juste assez pour que je puisse sentir la chaleur de son souffle lorsqu'elle a chuchoté « Personne ne t'a invité, Caline. » Sache-le. Elle n'a pas attendu de réponse. Et je ne lui en ai pas donné, car je savais déjà ce que c'était. Ce n'était pas leur audience de garde d'enfants. C'était la mienne. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd qui a résonné plus fort qu'il n'aurait dû dans une salle d'audience pleine de chuchotements et de regards attentifs. J'ai pris place près du fond, non loin de la table des avocats, mais suffisamment loin pour rester invisible, si une telle chose était possible dans une pièce conçue pour l'exposition. Le badge était toujours accroché à mon blazer comme une insulte que je n'avais pas demandée. Je me suis assise droite, j'ai croisé les jambes et j'ai essayé de disparaître dans le tissu du fauteuil. Le juge n'était pas encore arrivé. Je n'étais pas sur la liste des témoins. Pas officiellement. J'étais seulement là pour assister à l'audience de garde d'un cousin éloigné. Du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est l'histoire que Céline m'a racontée, en tout cas. Maintenant, je n'étais plus si sûr qu'il y ait jamais eu de cousin. Les lumières de la salle d'audience se sont légèrement tamisées lorsque l'avocat de Céline s'est levé, lissant le devant de son costume avec une précision théâtrale. Sa voix était calme, mais chargée d'une autorité performative. Votre honneur, nous aimerions commencer notre déclaration par une brève présentation, juste pour fournir un contexte nécessaire sur l'environnement entourant cette affaire. Contexte. Ce mot m'a heurté. J'ai cligné des yeux lorsque l'écran sur le mur du fond s'est allumé. Un projecteur a bourdonné doucement. Une interface PowerPoint s'est animée. Et là, c'était, mon visage, énorme, agrandi 10 fois. Mes épaules voûtées, mon expression à mi-clignement, prise au dépourvu. Et sous mon visage, le badge, clair comme le jour, qu'à personne. Des halètements ont parcouru la salle comme une vague se brisant sur un rivage. Quelques personnes se sont déplacées sur leur siège. Un juré a haussé les sourcils. Un autre a chuchoté quelque chose à son voisin. L'avocat de Céline a fait un geste de la main, aussi lisse qu'un vendeur. Cette image a été prise ce matin même. Nous avons pensé qu'il était important de montrer comment certaines personnes se sont insérées dans cette procédure. Non invitées, non programmées et potentiellement instables. Instables. J'ai serré le banc si fort que mes ongles se sont enfoncés dans le bois poli. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Les lumières faisaient perler la sueur le long de ma clavicule. J'ai forcé ma mâchoire à ne pas se serrer. Je n'allais pas leur laisser ce plaisir. L'avocat a de nouveau appuyé sur le cliquer, affichant une deuxième diapositive. Métadonnées et horodatage. Mais quelque chose clochait. Le code temporel indiquait que la photo avait été prise à 7h16, avant même l'ouverture du tribunal, avant mon arrivée. Ce n'est pas possible, me suis-je dit. Je m'étais garé à 7h52. Je m'en souvenais parce que j'avais regardé l'heure en vérifiant le plan du tribunal. J'avais même pris une photo du palais de justice moi-même, horodaté. Ma gorge s'est asséchée. Mon esprit s'est mis en place comme des engrenages grinçant les uns contre les autres. Il l'avait falsifié. Céline, ou quelqu'un de son entourage, avait modifié les métadonnées de l'horodatage. Elle ne se contentait pas de m'humilier. Elle me piégeait. Un murmure du juge a brisé le silence. Mademoiselle Monroe était elle-même sur la liste des témoins. Les lèvres de l'avocat se sont courbées en quelque chose de trop suffisant pour être accidentel. Non, votre honneur. Elle est apparue de son propre gré, est entrée avec ce badge, s'est assise et, eh bien, il a laissé sa voix s'éteindre comme s'il avait du mal à dire le reste, on ne peut pas apprendre les limites aux gens. J'ai tourné les yeux vers Céline. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que je regarderais. Elle a simplement ajusté sa jupe et regardé l'écran comme si elle en était fière. J'avais déjà vu cette tactique auparavant, il y a des années. 16 ans, pour être exact. Nos parents avaient organisé une fête d'anniversaire commune pour nous chaque année depuis notre enfance. Mais cette année-là, Céline avait oublié d'inclure mon nom sur l'invitation. Toute la classe s'était présentée en pensant que c'était uniquement sa fête, et elle ne les avait jamais corrigés. Ce soir-là,
j'étais assise sur la balançoire dans le jardin, mangeant du gâteau seul, faisant semblant d'être d'accord, faisant semblant que cela ne me piquait pas d'être effacé. Ce moment, cette salle d'audience, cette même piqûre, amplifiée en public. Mais cette fois, je n'avais pas 16 ans, et je n'allais pas disparaître. J'ai fermé les yeux un instant. Non pas pour pleurer. Pour me ressaisir. La salle d'audience murmurait autour de moi, mais je balayais, j'évaluais. Puis je l'ai remarqué. Au fond de la salle, un homme était assis tranquillement, les bras croisés, sans notes, sans ordinateur portable. Son costume était usé mais soigné. Ses yeux n'étaient pas fixés sur l'avocat. Ils étaient sur Soline, sans cligner des yeux, sans sourire, la regardant comme quelqu'un qui avait déjà vu un masque tomber. Il ne ressemblait pas à un journaliste. Il ne chuchotait à personne. Il observait simplement. Et quelque chose dans la façon dont il se penchait lorsque Soline parlait, c'était comme s'il attendait. Non pas l'histoire, mais le moment où elle déraperait. Il ne prenait pas de notes. Il regardait simplement Soline comme s'il savait déjà ce qu'elle était. Avant que je ne puisse reconstituer qui était l'homme au fond, un léger bruissement a brisé la tension. Un greffier s'est dirigé vers le juge avec une enveloppe scellée. Simple, sans marque, sans timbre, juste nette et inquiétante. Quelque chose dans la façon dont le juge fronçait les sourcils me disait que cela ne faisait pas partie de la procédure initiale. Votre honneur, a dit doucement le greffier, ceci a été livré à l'instant, marqué urgent, expéditeur anonyme. Le juge l'a ouverte lentement, comme s'il décollait quelque chose de pourri. Le silence a de nouveau envahi la salle d'audience. Ses yeux ont parcouru le contenu, puis se sont arrêtés plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Il a jeté un coup d'œil dans ma direction pendant une seconde qui s'est éternisée avant de se tourner vers le sténographe judiciaire. Veuillez enregistrer ceci comme un addendum aux pièces à conviction de l'audience, a-t-il ordonné, et a tapoté le document 2 fois avant de le déposer avec un lourd soupir. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Mademoiselle Monroe, a-t-il dit d'une voix mesurée mais non dénuée de gentillesse, êtes-vous consciente qu'il existe une évaluation psychologique portant votre nom de l'Institut de santé mentale de Charleston, datée de novembre 2012 ? Mon pouls affaibli. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Cet endroit, cette année-là, je n'en avais pas parlé depuis plus d'une décennie. Je me laissais à peine y penser. Ce n'était pas de la thérapie. Ce n'était pas de la guérison. C'était le silence déguisé en paperasse stérile. L'avocat s'est de nouveau levé, les lèvres courbées en quelque chose de trop contrôlé pour être sincère. Votre honneur, nous présentons ceci uniquement pour fournir un contexte complet concernant la stabilité mentale de mademoiselle Monroe. Le document a été déterré par une partie concernée. Nous pensons qu'il est très révélateur. La page a tourné sur le projecteur, clinique, austère. Diagnostic, instabilité émotionnelle, dysrégulation comportementale. Je ne reconnaissais pas les mots parce qu'ils n'étaient pas les miens. Ils ne me correspondaient pas. Je n'étais pas instable. J'avais 22 ans et j'étais enfermé dehors pendant une tempête de neige par ma sœur. J'étais pieds nus, en sanglots, après qu'elle ait tourné le verrou et éteint son téléphone. C'était censé être drôle, ses amis riant depuis la fenêtre. Elle ira bien. Elle panique toujours pour rien. Je m'étais effondré sur les marches, à moitié gelé, tremblant de façon incontrôlable, jusqu'à ce qu'un voisin appelle une ambulance. Mais le lendemain matin, notre mère avait chuchoté, c'est ce qui arrive quand on réagit de façon excessive. Les gens vont penser que tu es folle. Est-ce que tu veux ça? Elle m'a conduite elle-même, tranquillement, délibérément, à un hôpital à 1 heure de route. Elle a signé les papiers. J'y suis resté 72 heures. Et quand je suis revenu, personne dans la famille n'en a plus parlé. Pas même moi. Pas jusqu'à maintenant. Mon cœur battait comme s'il essayait de s'arracher de ma poitrine. Mais mon visage n'a pas bougé. Je ne voulais pas donner à Soline la satisfaction de me voir craquer. Elle était assise immobile à la table, les mains jointes, les lèvres serrées, mais il y avait une légère contraction ascendante au coin de sa bouche, comme si c'était son chef-d'œuvre, enfin accroché au mur de la galerie. Ce n'est pas de la thérapie, me suis-je murmuré. C'est de l'effacement. Parce que c'est ce qu'ils faisaient. Ils ont transformé tout ce que j'avais survécu en une fiction honteuse. Si vous contrôlez le récit, vous n'avez pas besoin de la vérité. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Elle était là, 2 rangs derrière Soline, serrant son sac à main comme s'il allait exploser.
Elle ne m'a pas regardé. Elle a baissé les yeux. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le juge m'a demandé si j'avais une déclaration à faire en réponse. Je me suis levé lentement et j'ai éclairci ma gorge. Ma voix tremblait, mais pas de peur. Ce dossier a été créé sans mon consentement. Je n'ai jamais été diagnostiqué. J'ai été placé dans cet hôpital par des membres de ma famille qui voulaient éviter d'être examinés à la loupe, et non parce que je représentais un danger pour qui que ce soit. Le vrai danger était d'être enfermé dehors pendant une tempête pour avoir existé. Un murmure s'est répandu. Le juge n'a pas répondu, il a simplement hoché la tête pour que ma déclaration soit consignée au procès-verbal. Aucun jugement, aucune reconnaissance, juste du papier. Parce que dans une salle d'audience, les faits n'ont pas d'importance, seul compte ce qui est écrit. Je me suis assise et j'ai perçu un mouvement du coin de l'œil. L'homme au fond, il s'est levé, pour la première fois. Il a marché à pas lents et déterminés, s'est approché de l'huissier et s'est penché. Ils ont échangé quelques mots à voix basse. Puis l'huissier a regardé vers le banc des juges et a hoché la tête une fois. Le juge a plissé les yeux. Il a pris le microphone. Mademoiselle Monroe, a-t-il répété, veuillez rester assise. Il y a eu un développement. La tête de Céline s'est retournée brusquement, et pour la première fois de la journée, elle avait l'air effrayée. Le marteau du juge a frappé 2 fois. Non pas pour mettre fin à la séance, mais pour la suspendre. Une vague de tension a parcouru la salle comme la chaleur du trottoir. Nous allons faire une brève pause, a-t-il annoncé, bien que personne n'ait bougé. Les avocats et les parties concernées, veuillez me rejoindre dans mon cabinet. Vincent Wexler n'a pas attendu d'invitation. Il a marché avec une précision qui semblait militaire, son manteau ne se froissant jamais, ses yeux ne se détournant jamais. Il est passé devant Céline sans même un regard, mais elle a quand même tressailli. J'ai suivi le flot des costumes et le silence dans un couloir étroit jusqu'au cabinet privé du juge. Le bois semblait plus ancien ici, moins performatif, comme si la vérité n'avait pas besoin d'une grande architecture. Le juge a fermé la porte derrière nous. Monsieur Wexler, je suppose que vous n'êtes pas ici en vacances ? Vincent a hoché la tête une fois et a placé une enveloppe manille scellée sur le bureau. Un léger filigrane du ministère de la Justice scintillait sous les lumières du cabinet. Vous voudrez examiner ceci avant de permettre à l'audience de se poursuivre, a-t-il dit d'un ton égal. Cela concerne directement l'utilisation abusive de dossiers fédéraux scellés, à savoir la pièce à conviction 14B, qui a été soumise pour nuire à la crédibilité de mademoiselle Caline Monroe. Céline a ouvert la bouche, probablement pour protester, mais le juge a levé la main. Vous dites que la pièce à conviction 14B a été obtenue illégalement ? Vincent a tapoté l'enveloppe. Elle a utilisé des identifiants de connexion au système judiciaire qui ne lui étaient pas attribués. Nous avons surveillé plusieurs requêtes signalées effectuées sous les identifiants d'accès du personnel du juge Harmon, datant de 2 mois. Toutes liées à cette audience. Toutes liées à mademoiselle Solène Monroe. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas respiré. J'ai regardé l'expression de Céline se figer comme de l'argile fraîche sous la chaleur. C'est absurde, a-t-elle lancé. Vous ne pouvez pas débarquer ici avec une vague accusation. Je ne suis pas ici pour accuser, l'a coupé Vincent. Je suis ici pour confirmer ce que nous avons déjà documenté. Vous avez accédé à des dossiers de santé mentale scellés en vertu des protections IPA. C'est une infraction fédérale. La pièce est devenue très silencieuse. Vincent s'est légèrement tourné vers moi, mais sans jamais s'adoucir. Nous enquêtons sur un schéma de violations éthiques liées aux activités juridiques de mademoiselle Monroe. Cette audience de garde nous a donné une cause probable pour élargir le champ d'application. Céline a regardé le juge comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Vous ne pouvez pas croire sa parole plutôt que la mienne. Je travaille dans ce système depuis des années. L'avocat de Céline, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé. Nous aurons besoin de temps pour examiner toutes les preuves. Vincent était déjà en train d'ouvrir le paquet. La première page portait le nom de Céline, les identifiants de connexion horodatés et une liste des fichiers consultés, y compris le mien. Ce n'est pas une zone grise, a déclaré Vincent. C'est du droit écrit noir sur blanc. Le comportement de mademoiselle Monroe suggère un schéma de manipulation qui inclut la falsification de métadonnées et l'utilisation d'armes de documents scellés pour son avantage personnel. Et puis il a prononcé la phrase qui a frappé plus fort que tout ce à quoi je m'attendais. Je ne suis pas ici pour vous défendre, mademoiselle Monroe, m'a-t-il dit.
Je suis ici pour la dénoncer. Quelque chose a changé en moi. Pas du soulagement. Pas du triomphe. Juste de la clarté. Pendant des années, j'avais pensé que j'avais peut-être mal mémorisé, exagéré, fait toute une histoire de choses. Mais là, c'était du papier. Des dates. Des faits. Malgré tout, Céline n'en avait pas fini. Elle s'est tournée lentement vers moi, son ton calme et tranchant. Tu penses que j'ai peur de toi? J'ai construit cette salle d'audience. Tu n'es qu'une note de bas de page que j'ai laissée traîner trop longtemps. Mes mains se sont serrées, mais pas de peur. Je me suis approché, la voix basse mais ferme. Alors il est temps de la démolir. Le couloir semblait plus froid lorsque je suis sorti du cabinet, comme si la température avait baissé de 10 degrés juste pour moi. Mes talons résonnaient sur le marbre, la cadence clic-clic d'une femme essayant de se tenir. Céline était déjà là, appuyée nonchalamment contre le mur comme si elle ne venait pas d'être démasquée. Son visage était calme, presque amusé. Elle a incliné la tête lorsque je me suis approché. Joli petit spectacle là-dedans, a-t-elle dit, sa voix basse et sirupeuse. Mais tu devrais savoir qu'il suffit d'une signature pour te faire interner pendant 72 heures pour une évaluation de santé mentale. Tu es sûr de vouloir continuer à insister? Ces mots ont atterri doucement, mais ont piqué fort. Autour de nous, le personnel du palais de justice se déplaçait avec une ignorance délibérée. Personne n'établissait de contact visuel. Personne n'intervenait. C'est ça le pouvoir. Il n'a pas besoin d'être bruyant. Il peut chuchoter dans les couloirs, vêtu d'un tailleur pantalon bleu marine et d'un sourire narquois. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Pas encore. Ma poitrine était serrée, ma respiration superficielle. Céline a souri plus largement. Je ne pensais pas, a-t-elle dit, me dépassant comme si elle avait encore gagné. Je ne savais pas où mes pieds me menaient jusqu'à ce que je me retrouve sur les marches de pierre à l'extérieur. Le soleil était maintenant sorti, dur et trop brillant, comme s'il n'avait pas reçu le mémo que tout en moi s'était assombri. Je me suis assise sur un banc sous un arbre dénudé, juste assez d'ombre pour m'y cacher, pas assez pour me réconforter. Quelques pigeons se bousculaient au bord du trottoir. Je ne les ai pas regardés. Je fixais simplement mes mains, qui tremblaient encore. Un souvenir a refait surface, non invité. J'avais 22 ans. Il y avait eu une tempête de neige, inattendue et brutale. J'étais enfermé hors de notre appartement partagé parce que Céline avait oublié et que j'étais censé être à la maison ce week-end-là. J'ai frappé à la porte pendant 30 minutes avant qu'un voisin ne me laisse entrer. Ce soir-là, j'ai eu ma première vraie crise de panique. Notre mère m'a dit que j'étais dramatique. Une semaine plus tard, j'étais en thérapie. Non pas pour aller mieux. Pour me taire. Céline ne ment pas, avait dit ma mère. Elle se souvient juste des choses mieux que toi. J'ai sorti mon téléphone, le pouce survolant le contact de Langston. J'ai tapé, peut-être que ça n'en vaut pas la peine. Puis j'ai regardé le curseur clignotant pendant trop longtemps. Vous allez bien, madame? J'ai levé les yeux. Une jeune femme se tenait à quelques mètres de moi, tendant une bouteille d'eau. Son badge du palais de justice indiquait l'ENERA. Ses yeux bruns étaient prudents, gentils. J'ai vu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Cette femme, votre sœur, elle traite les gens comme du papier de soie. Elle les utilise, les jette. J'ai accepté la bouteille. Vous travaillez pour elle? J'ai fait un stage. Plus maintenant. Une pause. Puis elle a ajouté, vous ne l'avez pas encore laissé gagner, alors ne le faites pas. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. J'avais dit quelque chose de semblable une fois, il y a des années, à une étudiante de première année à l'université dont la colocataire avait saccagé son projet artistique par jalousie. Je ne me souvenais même plus du nom de la fille, mais je me souvenais de ses larmes, et de la façon dont elle avait souri quand je lui avais dit de ne pas renoncer à sa victoire juste parce que quelqu'un de plus bruyant disait qu'elle avait perdu. Je me suis levé. Mon corps était encore instable, mais quelque chose en moi s'était remis en place. Néra me regardait. Quoi que vous soyez sur le point de faire, a-t-elle dit, son ton mi-plaisantant, mi-plein d'espoir, faites que ça fasse mal. J'ai hoché la tête. Ça ne fera pas que mal. Ça va résonner. J'ai marché jusqu'à l'autre bout de la cour et j'ai composé le numéro de Langston. Il a décroché à la première sonnerie. Parlez-moi.
Je suis prête à déposer la requête, ai-je dit. Utilisez la clause complète. Statut de lanceur d'alerte. Aucune rédaction. Il y a eu une pause. Puis le grain familier de sa voix est revenu. Il était temps, Monroe, a-t-il dit, et le téléphone est devenu silencieux. Au moment où je suis revenu dans la salle d'audience, l'atmosphère avait changé. Les bavardages avaient disparu. L'assistant du juge se tenait près des doubles portes, demandant aux journalistes et aux visiteurs de partir. Séance à huis clos. Seuls les avocats, le personnel essentiel et les parties concernées resteraient. Langston m'a fait un signe de tête subtil lorsque j'ai pris place. Son calme m'a rassuré, jusqu'à ce que l'avocat adverse se lève et demande la permission d'appeler un témoin expert pour défendre le caractère. Contexte. Cette expression à elle seule a fait retentir des sonnettes d'alarme dans ma poitrine. Le juge a ajusté ses lunettes. Poursuivez. Les portes se sont de nouveau ouvertes. Un homme grand et mince avec un bouc et une attitude froide et polie est entré. Dr Adrien Wolf, a annoncé le greffier. Mon estomac s'est retourné. Le nom ne m'était pas inconnu. Il y a des années, lors des retombées de ma deuxième année à Harvard, il avait été mentionné une fois, brièvement, par le directeur de mon département. Mais je n'avais jamais été sa patiente. Je ne lui avais même jamais parlé. Le docteur Wolf a pris place à la barre avec une aisance routinière. Je suis psychiatre clinicien avec 22 ans d'expérience, a-t-il commencé. Pendant le cycle de bourse internationale de Harvard, j'ai été consulté au sujet d'une boursière nommée Kalyn Monroe. Préoccupation concernant un comportement erratique, une dysrégulation émotionnelle et une défiance institutionnelle. Un murmure s'est répandu. J'ai gelé. Je ne pouvais plus respirer. J'ai entendu quelqu'un, Langston peut-être, dire « objection », mais cela a été noyé dans le bruit soudain. Le juge a frappé une fois avec son marteau. Laissez-le finir. Ensuite, vous pourrez réfuter. Céline était assise au premier rang, les mains croisées sur ses genoux, le regard fixé sur moi comme si elle regardait un spectacle dont elle connaissait déjà la fin. Le docteur Wolf a poursuivi. Bien qu'aucun traitement en établissement n'ait été officiellement prescrit, j'ai conseillé un congé temporaire de ses fonctions. Mon avis professionnel est que le profil de mademoiselle Monroe reflétait des schémas de paranoïa et de déplacement. Mon pouls battait dans mes oreilles. Je voulais me lever, crier, mais je n'ai rien fait. J'ai attendu. Je devais attendre. Langston a glissé une enveloppe manie sur la table. À l'intérieur, une lettre scannée portant la signature du professeur Leah Marks, la directrice du programme de bourse. J'ai déplié la feuille avec des doigts tremblants. On pouvait y lire. Acquis de droit, Kalyn Monroe est restée en règle pendant toutes ses fonctions de boursière. Elle n'a jamais été soumise à une évaluation et n'a rencontré aucun membre du personnel psychiatrique. Toute déclaration contraire est inexacte et ne figure pas dans les dossiers de l'établissement. Le juge m'a demandé si j'avais quelque chose à soumettre. Je me suis levé. Votre honneur, je demande respectueusement la permission de présenter des dossiers scellés de mon dossier universitaire, y compris des griefs internes et des déclarations personnelles, pour le procès-verbal. Et j'aimerais être celle qui les lit. Il y a eu une pause, une longue pause. Le juge m'a regardé un instant, puis a hoché la tête une fois. J'ai ouvert le dossier. Mes mains étaient froides. J'avais mémorisé chaque mot au fil des ans, mais c'était la première fois que je les disais à haute voix. Moi, Kalyn Monroe, j'ai déposé une plainte pour harcèlement confidentiel contre 3 autres boursiers le 17 mars 2014. Aucune mesure n'a été prise. Je tourne la page. Le 9 mai 2014, j'ai été soigné pour un ulcère dû au stress après des mois de sabotage au travail. On m'a dit que je réagissais de manière excessive. Je tourne la page. Les courriels entre le professeur Marks et le comité des bourses indiquent des inquiétudes concernant le ciblage interpersonnel, Kalyn étant la cible documentée. J'ai continué. La salle d'audience était silencieuse. Pas de tout, pas de bruissement de papier, juste ma voix et la vérité. Céline n'a pas interrompu. Elle n'a pas bronché. Lorsque j'ai atteint la dernière page, j'ai fait une pause. On m'a dit, tu rends toujours les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Ce n'était pas un diagnostic. C'était un avertissement. J'ai refermé le dossier avec des doigts tremblants et j'ai regardé Céline droit dans les yeux. À l'extérieur de la salle d'audience, la brise du début de l'automne bruissait à travers les chênes verts qui bordent Broad Street.
Je me tenais au pied des marches du palais de justice, profitant du calme avant la tempête. Mon souffle s'est légèrement embué dans l'air frais du matin, le silence autour de moi étrangement apaisant. Je n'avais pas beaucoup dormi la semaine dernière. Pas depuis l'ajournement de l'audience. Pas depuis que j'avais lu ces mots à haute voix. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne m'étais pas réveillée en me sentant petite. En entrant dans le hall du palais de justice, j'ai entendu des chuchotements, une tension feutrée dans l'air comme si quelque chose d'imprévu se déroulait. 2 greffiers près du bureau de sécurité murmuraient, à peine audibles. « Tu as entendu qui préside aujourd'hui ?» Je pensais que c'était le juge Merrill qui avait ce rôle. Non, Merrill est malade. Une substitution a été déposée tard hier soir. C'est Monroe qui est au banc des juges maintenant. Je me suis arrêté au milieu d'un pas Monroe. Pas moi. Langston. Mon estomac s'est effondré et s'est retourné en même temps. J'ai traversé lentement le détecteur de métaux, mon sac serré contre ma poitrine. Au moment où je suis entré dans la galerie, tous les regards étaient déjà tournés vers l'avant. L'huissier se tenait droit près de la porte. Tout debout pour l'honorable juge Langston et Monroe, qui préside. J'ai figé. Il est entré par la porte latérale en robe complète, stoïque, impassible, sans même un éclair de reconnaissance sur son visage. Le même homme qui avait autrefois tracé des constellations sur mon dos à 2 heures du matin était maintenant assis derrière le banc surélevé, un maillet en bois à la main, le calme judiciaire masquant le feu que je savais brûler en dessous. Céline, assise 2 rangs plus haut avec son avocat, a laissé échapper un rire court et incrédule. Vous devez plaisanter. Son avocat a tiré sur sa manche. Silence. Elle l'a ignoré. C'est une blague, n'est-ce pas? Son fiancé doit maintenant décider de l'affaire? Quelle est la prochaine étape, un jury composé de demoiselles d'honneur? Langston a légèrement levé la tête. Mademoiselle Monroe, veuillez noter que j'ai déposé ma récusation judiciaire de toutes les affiliations familiales, il y a 3 semaines. Mon affectation aujourd'hui est strictement procédurale et a été confirmée par le bureau du greffier. Il a tapoté le dossier devant lui. Maintenant, devons-nous procéder? Céline s'est recroquevillée, les lèvres pincées. Sa voix n'avait plus la même confiance. Langston s'est tourné vers l'assistant de la salle d'audience. Veuillez enregistrer la pièce à conviction 7C, divulgation complète de l'audit du Monroe Family Trust et des activités à but non lucratif associées. L'écran s'est animé derrière lui. Des lignes de chiffres, des noms de fournisseurs, des horodatages, des virements électroniques. J'avais vu les documents, oui, mais les entendre lus à haute voix par quelqu'un ayant le pouvoir d'agir en conséquence m'a fait frissonner la peau. La voix de Langston était égale, mais chaque mot était un scalpel. Selon ce rapport, 480 000 $ ont été détournés du fonds pour l'éducation des femmes Monroe par le biais de sociétés écrans Shellart Consulting, Red Tree Digital et Aster Foundation, tous remontant au compte personnel de mademoiselle Solène Monroe. Céline a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Son avocat a pressé une main sur son front. Langston a continué, d'un ton ferme. Ces transferts ont eu lieu pendant les exercices financiers où le trust était inactif, ce qui signifie que la part de Kalin Monroe était gelée, mais utilisée comme garantie silencieuse dans le cadre d'un apurement de dette privée. Je suis resté immobile. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la vérification. Langston a baissé les yeux vers le banc, puis est revenu vers les parties. La Cour constate qu'il existe un motif substantiel pour engager une enquête sur une violation civile en vertu du Code de violation fiduciaire 38.4b. Avec effet immédiat, cette affaire est renvoyée au ministère de la Justice pour enquête. Céline a tressailli. J'ai regardé ses yeux se diriger vers la gauche, puis vers la droite, cherchant une issue qui n'était pas là. Langston ne m'a pas regardé une seule fois, pas même après la décision. Il s'est levé, a fait un signe de tête au greffier et est sorti du banc aussi proprement qu'il était entré. Ce n'est qu'alors que je me suis levé aussi, mais pas pour le suivre. Je me suis tourné vers l'arrière de la salle d'audience et j'ai aperçu mon reflet dans le grand panneau de verre près de la porte. Le même tailleur sombre, la même posture. Mais quelque chose était différent. Mon visage n'avait plus l'air petit. Je ne ressemblais pas à quelqu'un qui attendait d'être choisi, protégé ou prouvé. Je ressemblais à quelqu'un qui, enfin, était à sa place. Et pas parce que je m'étais battu plus fort. Je n'ai pas gagné parce que j'ai crié.
J'ai gagné parce que j'ai attendu. J'ai prouvé. Et j'ai refusé de disparaître. La salle d'audience commençait à se vider. Les chaussures claquaient contre les vieux sols en marbre, le papier se rangeait dans les mallettes et des bavardages lointains bourdonnaient comme un moteur qui s'arrête. Je venais d'atteindre les hautes portes en chêne, les doigts effleurant la froide poignée en laiton, quand je l'ai entendu. Votre honneur, nous demandons une injonction d'urgence. Les mots ont traversé la pièce comme du verre sur de la pierre. Je me suis retourné. L'avocat de Céline était debout, agitant une requête juridique en l'air comme un drapeau de désespoir. Toute cette session est compromise. Conflit d'intérêts. Le juge qui préside est le partenaire romantique du requérant. Nous pensons que des préjugés ont entaché chaque décision. Les yeux de Céline étaient grands ouverts, non pas effrayés, mais électriques. Elle souriait à nouveau. Le même sourire qu'elle avait quand elle m'avait coincé dans le couloir la semaine dernière, le même qu'elle avait le jour où elle avait falsifié ma signature sur cette subvention. Langston était déjà descendu, le protocole respecté, mais il s'est légèrement retourné, la bouche serrée. L'huissier a récupéré la requête et l'a transmise au greffier. En quelques instants, elle est arrivée entre les mains de la juge Margaret Evelyn Rhodes, à la retraite, mais appelée pour un examen d'urgence. La juge Rhodes a pris la supervision d'urgence, a annoncé le greffier. Veuillez rester assis. Je n'ai rien dit. Pas encore. Céline, maintenant presque euphorique, s'est penchée sur l'épaule de son avocat et a chuchoté quelque chose. Sa poitrine s'est gonflée. Il devait penser qu'il m'avait acculé. J'ai plongé la main dans mon sac, le même portfolio en cuir que je portais depuis la première audience, celui que mon père m'avait offert à l'obtention de mon diplôme. Je ne l'avais pas ouvert publiquement jusqu'à présent. Je suis retourné vers le banc, les talons délibérés, le pouls régulier. J'ai remis l'enveloppe scellée au greffier, qui l'a transmise. Votre honneur, ai-je dit calmement, ce document contient une déclaration sous serment, notariée 2 mois avant le décès de mon père. Je demande qu'elle soit versée au dossier scellé. La juge Rhodes a ajusté ses lunettes. Comprenez-vous ce que cela signifie, mademoiselle Monroe? Une fois que j'aurai ouvert ceci, nous procéderons sous serment. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je comprends, ai-je dit, et c'était le cas. La juge a brisé le seau de cire. Ses sourcils se sont légèrement levés lorsqu'elle a commencé à lire. Elle s'est arrêtée 1 fois, puis 2 fois, et a ensuite lu à haute voix. Moi, Franklin J. Monroe, étant sain d'esprit et d'intention claire, déclare par la présente que le concept initial, le financement et la proposition opérationnelle du Fonds pour l'éducation des femmes Monroe était la seule création de Kalyn Nom Monroe. J'ai insisté pour que sa sœur, Céline, soit présentée comme le visage de la fondation uniquement pour protéger l'image de la famille et garantir la confiance des donateurs traditionnels. Je regrette profondément cette décision. La salle d'audience n'a pas explosé. Elle a implosé, silencieusement. Les mots ont continué, signés, datés, attestés, notariés. J'ai pris à Kalyn ce qu'elle avait construit. J'ai laissé Céline faire semblant. Je me suis dit que c'était pour le plus grand bien, mais je sais maintenant que c'était de la lâcheté. Céline s'est levée d'un bond. C'est faux. Il n'aurait jamais. La juge Rhodes a levé la paume. Asseyez-vous, mademoiselle Monroe. La bouche de Céline s'est ouverte, puis fermée. Sa voix, pour la première fois, n'avait nulle part où aller. La juge Rhodes a continué. La requête en suspension de la procédure pour cause de conflit est rejetée. Le document fourni est valide. De plus, sur la base de cette déclaration sous serment et des informations financières qui l'accompagnent, ce tribunal décide que mademoiselle Céline Monroe doit être retirée de tous les documents de fondation et d'exploitation du Fonds pour l'éducation des femmes Monroe, avec effet immédiat. Elle a levé les yeux, la voix ferme. Vous avez peut-être eu les projecteurs, mademoiselle Céline, mais la lumière ne vous a jamais appartenu. Céline s'est assise lentement. Son avocat a pressé ses doigts sur sa tempe, sentant déjà le processus d'appel se former comme des nuages d'orage. Le greffier s'est dirigé vers moi avec une nouvelle copie des statuts constitutifs révisés. Mon nom, seul maintenant, figurait en haut, fondatrice. J'ai pris le papier avec des mains stables et je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire que la vérité n'avait pas déjà dit, plus fort. Le soleil commençait à décliner à l'extérieur des fenêtres de la salle d'audience, projetant une longue lumière ambrée sur les bancs. Elle a touché le visage de Céline, mais pour une fois, elle ne s'y prélassait pas. Elle avait l'air plus petite maintenant. Pas ruinée,
mais exposée. Et moi? Je ne me sentais pas comme une gagnante. Je me sentais comme une femme qui avait marché avec des pierres dans ses poches pendant des années et qui les avait enfin déposées. La vérité, il s'avère, n'est pas un feu d'artifice. C'est un poids. Un poids qui s'installe si profondément que personne ne peut le soulever pour vous. Mais une fois qu'il atterrit, on ne peut nier son existence. Le pouvoir ne ressemblait pas à des cris. Il ressemblait au fait de détenir la vérité jusqu'à ce qu'elle soit trop lourde à ignorer. 3 semaines se sont écoulées. Le palais de justice s'était estompé dans les souvenirs. Pas disparu, mais plus calme maintenant, comme le tonnerre après une tempête. Mon nom avait été blanchi. Mes droits rétablis. Mon travail, légalement mien à nouveau. Mais la liberté, c'était encore quelque chose que j'apprenais à porter. Ce matin-là, je suis arrivé tôt. Avant le personnel, avant le bruit, avant le monde. Le soleil s'étendait à peine au-dessus des toits, projetant des stries ambrées sur le trottoir devant le nouveau centre. Une paire de moineaux sautillaient le long du béton, comme s'ils aussi venaient visiter les lieux. Le centre communautaire avait été reconstruit de l'intérieur, littéralement. Le tribunal avait ordonné une restitution financière complète. Les sociétés écrans ont été fermées. Les contrats frauduleux révoqués. Chaque dollar siphonné a été récupéré et restitué. À l'intérieur, ça sentait la peinture fraîche et les nouveaux départs. Les murs, maintenant d'un gris tourterelle doux, étaient nus pour l'instant, attendant les œuvres d'art des filles qui rempliraient bientôt cet espace. J'ai traversé le couloir lentement, touchant les encadrements de portes, les rebords de fenêtres, les bords du tableau d'affichage dans la salle commune. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir me préparer avant de tourner un coin. Il n'y avait plus d'ombre à esquiver. C'était à moi maintenant. Tout cela. Pas seulement sur le papier. En vérité. Céline ne s'était pas excusée. Elle ne m'avait pas regardé depuis le jugement. Il y a une semaine, elle avait tenu une brève conférence de presse, juste assez longtemps pour annoncer son retrait volontaire des fonctions publiques pour se concentrer sur la réflexion personnelle. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle ne s'est pas excusée. Elle a blâmé la culture changeante et les malentendus, comme si la fondation avait simplement dysfonctionné d'elle-même. Les gens m'ont demandé si je voulais passer à l'antenne, répondre. Certains ont même proposé un contrat pour un livre. J'ai refusé tout cela. Qu'elles remplissent le silence avec des mensonges. J'en avais fini de remplir le mien avec des défenses. Langston était venu une fois. Une seule fois. Il n'a pas apporté de fleurs ni d'excuses, il s'est juste tenu à côté de moi pendant que nous regardions le personnel préparer les tables d'art. Il a demandé doucement, « Tu veux que je reste ?» J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Je pense que j'ai besoin de voir qui je suis sans que quelqu'un ne me sauve, ai-je dit. Même si cette personne était bien intentionnée. Il a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Il a juste posé une main sur mon épaule pendant un instant, puis est parti. Certaines choses que j'ai apprises ne sont pas censées être reconstruites. Elles sont censées être commémorées, n'est-ce pas? Plus tard dans la matinée, je me suis arrêté à la salle d'art. Une poignée de filles étaient déjà là, dirigées par une nouvelle bénévole nommée Harry. Elle n'avait pas plus de 20 ans, les yeux brillants derrière d'épaisses lunettes. L'une des filles, peut-être 8 ou 9 ans, était assise au bout de la table, travaillant avec acharnement avec du papier rouge dans ses petites mains. Quand je me suis approché, elle a levé les yeux et a souri timidement. Sans un mot, elle m'a tendu quelque chose. C'était une grue en papier, pliée soigneusement, avec les ailes un peu asymétriques, mais fières. J'ai figé. Il y a des années, j'en avais fait une comme ça. Je l'avais donnée à Céline quand nous étions adolescentes, après qu'elle ait gagné son premier concours de débat. Je pensais que c'était un geste, un signe discret de sororité. Elle avait ri, l'avait froissé, avait dit que je faisais toujours des petites choses bizarres que personne ne demandait. Maintenant, voici une enfant qui m'offrait la même forme. Pas de sarcasme, pas d'exigence, juste quelque chose de beau fait avec soin et donné librement. J'ai pris délicatement la grue de sa main. Elle était encore chaude de ses doigts. Merci, ai-je dit, la voix basse. Elle a rayonné. Je les fabrique quand je me sens calme. Tu en avais peut-être besoin. J'ai hoché la tête. Peut-être que oui. Dehors, le soleil était monté plus haut, badigeonnant le trottoir d'or.
Je suis sorti avec la grue en papier toujours à la main, le soleil sur mon visage. Et pour une fois, je n'avais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ni à Céline, ni à Langston, ni aux médias, ni au passé, ni aux pages d'une déclaration sous serment scellé. Parce que parfois, la guérison ne rugit pas. Parfois, elle se plie en une petite grue rouge et dit, tu as le droit de recommencer. La grue était encore chaude de la main de la fille. Je l'ai serrée contre moi et j'ai marché vers le soleil.